Mesdames, Messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce comité d'accompagnement de lancement du programme Interreg France Wallonie-Vlaanderen. Si vous nous regardez, c'est que votre projet ou votre portefeuille de projet a été officiellement sélectionné. Une première étape importante a donc été franchie et nous ne pouvons que vous en féliciter. Soyez donc les bienvenus dans la communauté des acteurs de la coopération transfrontalière franco-belge. Vous allez, dans les années à venir, vivre des expériences nouvelles, stimulantes, passionnantes, mais surtout transfrontalières. Et nous serons là, nous, l'assistance technique du programme, à vos côtés pour vous accompagner tout au long du cycle de mise en œuvre de votre projet. Avant d'aller plus loin, petite considération linguistique, l'ensemble de ce webinaire fera l'objet d'une interprétation simultanée en français et en néerlandais. Pour sélectionner la langue choisie, rien de plus simple, vous appuyez sur le bouton correspondant en haut de cet écran. Et puisque la coopération sera au cœur de ce webinaire, sa modération se fera en duo. Permettez-moi donc de vous présenter ma comparse du jour pour co-animer cet événement. Dag Daphné. Dag Erik. Bonjour Eric, bonjour mesdames, messieurs, chers opérateurs. Maintenant que le projet et la rédaction du projet a été bouclée, il est enfin le temps pour débuter vos activités. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir pour vous accueillir et vous accompagner dans cette nouvelle phase. Notre but est de vous communiquer toutes les obligations et toute l'info pratique qui sont nécessaires pour mener à bien votre projet. Vous le remarquez, il y a de la continuité, mais également de l'évolution par rapport à la période de programmation passée, et les présentations qui vont venir vont susciter beaucoup de réactions et de questions. Daphné, les interventions qui vont se succéder vont plus que certainement susciter beaucoup de réactions et beaucoup de questions. Vous aurez la possibilité tout au long de ce webinaire de poser vos questions en utilisant la fenêtre située à droite de votre écran. Ceci étant précisé, il est grand temps d'entrer dans le vif du sujet. Et pour se livrer à ce délicat exercice qui consiste à tout vous dire sur les principes de mise en œuvre d'un projet ou d'un portefeuille de projet dans le cadre de notre programme Interreg France Wallonie-Vlaanderen, les membres de l'assistance technique se sont mobilisés depuis plusieurs semaines maintenant. 4 membres de cette assistance technique nous font le plaisir d'être en plateau à nos côtés. Petit tour de table pour effectuer la présentation, Daphné. Nous accueillons tout d'abord Cécile Baudry, une collègue du secrétariat conjoint. Bonjour Cécile. Bonjour Daphné, bonjour à tous. En vervolgens is Ensuite, Eva-Marie aan de beurt, een Eva-Marie projectadviseur aan de Franse zijde. Wees welkom, conseiller de Eva-Marie. projet du versant français. Équilibre territorial, mais également équilibre des genres. C'est pour nous un réel plaisir d'accueillir François Postel, qui est animateur territorial pour la Wallonie. Sois le bienvenu, François. Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Et last but not least, il nous vient de la province de Flandre occidentale. C'est pour nous un réel plaisir d'accueillir Peter Laus. Dag Peter. Dag Erik. Bonjour Eric et bonjour à tous. Merci à tous les 4 d'être face à nos opérateurs. On va démarrer avec toi, François, si tu en es d'accord, bien évidemment, pour un petit rappel des principes généraux de mise en œuvre. Merci Eric. Donc effectivement, en fait, pour débuter cette présentation, il nous semblait important de pouvoir vous présenter, voire pour certains vous rappeler quelques principes de mise en œuvre dans un contexte de coopération transfrontalière. Alors tout d'abord, la caractéristique fondamentale de notre programme et d'un projet de coopération transfrontalière est qu'il est mené en partenariat. Dès lors, les principes de mise en œuvre d'un projet de coopération transfrontalière découlent de cette indispensable collaboration étroite entre partenaires. C'est ce que nous appellerons plus communément et régulièrement la mise en œuvre transfrontalière. Il s'agit également de mutualiser des moyens humains et du matériel. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait une bonne complémentarité entre les différents opérateurs d'un partenariat, d'un projet. Il est également important de rappeler que les activités qui vont être menées doivent directement bénéficier aux populations et ou aux territoires de la zone concernée par votre projet ou que vous avez coché dans votre fiche projet. Il s'agit bien entendu
quand on parle de résultats, d'avoir des résultats transfrontaliers. Et donc, quand il s'agit de résultats transfrontaliers, c'est-à-dire que ce sont des résultats que vous n'auriez pas pu avoir si vous n'aviez pas travaillé ensemble lors de la mise en œuvre, une fois encore, de votre projet. Chose importante dans notre programme, c'est la communication. Il est très important justement que vous puissiez communiquer de manière régulière autour des résultats que vous avez obtenus. Et donc, une fois encore, j'insiste sur des résultats transfrontaliers que vous avez obtenus et sur lesquels il est important de pouvoir communiquer. Communiquer pourquoi ? Depuis que vous êtes opérateur d'un projet accepté, vous devenez un petit peu les ambassadeurs du programme et donc les ambassadeurs de l'Europe, grâce à qui vous allez pouvoir mener votre projet et qui vous finance justement dans le cadre de votre projet. Et effectivement, un financement qui est acquis dans le contexte de la coopération transfrontalière entre opérateurs. Principe de partenariat que l'on va également retrouver au niveau du programme. On va peut-être prendre quelques instants, toujours avec toi François, pour refaire un petit tour d'horizon des différentes parties prenantes. Alors, qui sont en fait les institutions qui font partie de la gouvernance du programme ? Si tu peux nous les rappeler. Bien sûr. Donc effectivement, comme tu le disais Eric, à l'instar des projets que nous cofinançons, le programme est également constitué d'un partenariat qui est composé de plusieurs entités et autorités, comme tu viens de le dire. Au niveau des autorités, nous avons tout d'abord l'autorité de gestion, qui est représentée par Wallonie-Bruxelles International et qui se situe à Bruxelles. Pour la petite information, donc c'est bien la Wallonie qui est l'autorité de gestion et qui a mandaté Wallonie-Bruxelles International pour être l'autorité de gestion du programme. Et donc quand on dit Wallonie-Bruxelles International, autorité de gestion, c'est quoi ? En fait, c'est l'autorité qui est directement responsable vis-à-vis de la Commission européenne de la bonne mise en œuvre du programme. Autour de l'autorité de gestion, on a ce qu'on appelle les autorités partenaires. Les autorités partenaires, elles sont composées de 16 entités. En fait, c'est 16 entités qui représentent les différents territoires que compose notre programme. Pour faciliter la communication entre ces autorités partenaires et l'autorité de gestion, le programme a désigné ce qu'on appelle des autorités nationales par versant. Étant donné qu'il y a 3 versants, France, Wallonie, Vlaanderen, vous avez une autorité nationale par versant. Pour le versant français, c'est la région Hauts-de-France qui a été désignée autorité nationale. Pour la Wallonie, c'est la Wallonie. Et pour la Flandre, c'est la province de Flandre occidentale. Bien entendu, au-delà de toutes ces autorités, on va dire un peu décisionnelles, le programme a également décidé d'avoir ce qu'on appelle une gestion opérationnelle, d'être épaulé pour sa gestion opérationnelle. Et pour ce faire, en fait, l'autorité de gestion dispose de ce qu'on appelle un secrétariat conjoint. Le secrétariat conjoint, lui, est subdivisé en 2 unités distinctes, c'est-à-dire l'unité programme, qui elle est en charge du suivi administratif et financier du programme, et une unité projet, qui elle est en charge du suivi administratif et financier des projets. Bien entendu, comme pour chacune des périodes de programmation et depuis Interreg 5, on utilise une application de gestion qui nous permet de communiquer entre opérateurs et programmes. Et tout ce qu'il y a comme souci technique, vous prenez contact avec le secrétariat conjoint et pas avec les animateurs territoriaux qui sont également, pas une autorité, mais une nouvelle entité sur ce nouveau programme Interreg 6. Et donc ça, au niveau des animateurs territoriaux, ils sont là en vue de vous accompagner, de vous conseiller dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de votre projet. On dispose d'un réseau d'animateurs territoriaux constitué en 4 antennes. Vous en avez une en Wallonie, une en Flandre et 2 en France. Quand je dis 2 en France, il y en a une qui représente la région Hauts-de-France et une autre qui représente la région Grand Est. Les animateurs territoriaux sont vraiment vos interlocuteurs privilégiés et vos premiers points de contact pour toute question qui concernerait la mise en œuvre et le suivi de votre projet. Et puis, dernière autorité. Je pensais que c'était les animateurs territoriaux, mais non. non. La dernière autorité que je vais vous présenter, mais vraiment très brièvement, c'est l'autorité comptable. Et l'autorité comptable, en fait, c'est elle qui est en charge de verser votre fonds FEDER.
François, pour vous avoir esquissé ce contexte général. Chers partenaires de projet, est-ce qu'on va en revenir dans votre portefeuille de projet? Je vous souhaite vraiment bravo. Si on voit le comité de lancement, votre projet a été approuvé et ça a été communiqué dans une notification officielle. Et quelles sont les étapes à franchir après? Nous allons passer à la partie notification et la partie conventionnement de votre projet. Donc en effet, vous avez dû recevoir l'acceptation officielle de votre projet. Cette acceptation vous a été transmise par mail, par le secrétariat conjoint et donc au nom de l'autorité de gestion. Dans ce mail, il vous est demandé en effet de nous confirmer la date de démarrage de votre projet. 4 dates sont possibles, le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre. La date de démarrage de votre projet devra être décidée d'un commun accord entre l'ensemble des partenaires de votre projet. Et nous aimerions apporter un point d'attention par rapport au choix de cette date de démarrage, puisque, en effet, voilà, il faudra, on mentionnera un peu plus tard dans le déroulement de ce webinaire, mais voilà, il faudra choisir l'importance de cette date de démarrage. Nous vous demanderons également, en plus de cette date de démarrage, de nous transmettre l'ensemble des coordonnées, donc la mise à jour des contacts qui auraient pu intervenir entre la phase de dépôt de votre projet et la phase actuelle de contractualisation. Donc en plus de l'acceptation officielle de votre projet, vous avez peut-être pu constater dans James que le statut de votre projet avait changé, donc il est passé en statut accepté, ce qui permet d'ouvrir en effet la phase de contractualisation dans James. Donc dans cette partie contractualisation, il y aura 2 sections à remplir, la section chef de projet et la section coordonnées des opérateurs. Donc nous allons vous montrer comment accéder à cette partie coordonnées des opérateurs. Donc, vous pouvez actuellement visualiser une impression écran de l'application de gestion James. Sur la partie gauche, vous pouvez voir en bas et cliquer sur la partie droit d'accès au formulaire. Dans cette partie droit d'accès au formulaire, vous trouverez 2 sous-parties, donc la partie utilisateur qui a été reprise en fait de la phase de dépôt de votre candidature et d'autres sous-parties. Donc si vous allez un peu plus bas dans cet écran-là, il y a une partie qui est dédiée à chacun des opérateurs et c'est dans cette partie-là qu'il faudra que vous encodiez le nom des utilisateurs de James pour pouvoir en effet accéder à la partie coordonnée des opérateurs. Ce qu'il vous est demandé, c'est de remplir en priorité la partie qui concerne les coordonnées bancaires, puisque c'est un élément, en plus de la date de démarrage, qu'il vous sera absolument indispensable de nous transmettre, puisque ce sont des éléments qui font partie de la convention de partenariat. Une fois que vous aurez donc rempli cette partie-là, donc on vous demande de nous confirmer, donc je rappelle, la date de démarrage de votre projet, la mise à jour des différentes coordonnées qui auraient pu intervenir depuis le dépôt et cette partie contractualisation dans James. Et c'est seulement à cet instant-là que le secrétariat conjoint pourra éditer votre convention entre opérateurs. L'opérateur chef de file aura 2 mois pour organiser la signature de la convention entre opérateurs et nous la retourner et le secrétariat conjoint pourra l'injecter dans la partie dossier partagé de votre projet. À signature de la convention entre opérateurs, l'autorité de gestion pourra préparer et émettre la lettre d'octroi du concours FEDER et dans ces documents, donc la lettre d'octroi et la convention entre opérateurs, vous retrouvez l'ensemble des modalités de suivi administratif et financier pour votre projet.
Merci beaucoup pour ce rappel ô combien essentiel de toutes ces démarches administratives. Alors, mesdames, messieurs, ça y est, une fois que vous avez votre convention, vous êtes prêts à démarrer votre projet. Mettre en œuvre votre projet, c'est bien. Encore faut-il nous le faire savoir. Quelles sont les modalités de suivi? Quelles sont les dispositions en matière de reporting? 2 questions auxquelles notre collègue Ève-Marie va apporter un éclairage précis et particulier. Oui, donc nous allons continuer sur le suivi des projets. Donc la mise en œuvre de votre projet va impliquer un dispositif de suivi et d'accompagnement mis en place par le programme. C'est un suivi qui est aussi formalisé sur l'application de gestion GEMS et chacune des parties prenantes au programme interviendra dans le suivi en fonction des missions qui lui sont attribuées. Donc, comme sur la période de programmation précédente, pour ceux qui ont connu Interreg 5, un système de rapport semestriel va constituer le cœur du système de suivi des projets. Chacun des partenaires aura rédigé un rapport opérateur dans lequel il devra entrer ses dépenses et ses réalisations sur le semestre. C'est un rapport qui est disponible sur GEMS et il va être examiné, donc transmis et examiné au contrôleur de premier niveau. Parallèlement, tous les opérateurs, donc chacun des partenaires ensemble, vont rédiger leur rapport projet pour le semestre qui va reprendre les réalisations transfrontalières du semestre et l'avancement du projet. Ces 2 rapports vont être soumis au comité d'accompagnement qui va valider le contenu et qui pourra demander des modifications. Donc, la période couverte par votre rapport semestriel dépendra de la date de démarrage du projet que vous aurez fixée dans votre convention de partenariat. Donc, comme on a pu le citer tout à l'heure, ce sera le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. Donc, 4 dates qui rendront possible 2 calendriers. Donc, si votre projet aura démarré au 1er janvier ou au 1er juillet, le rapport semestriel ira du 1er janvier au 30 juin, puis du 1er juillet au 31 décembre. Par contre, si votre projet aura commencé au 1er avril ou au 1er octobre, les rapports iront du 1er avril au 30 septembre, puis du 1er octobre au 31 mars. Quand vous allez choisir l'une ou l'autre date, faites attention à ce que ce choix va impliquer dans le suivi administratif et financier de votre projet. Par exemple, si vous commencez votre projet le 1er janvier, vous aurez à écrire votre rapport opérateur au début des vacances d'été. Ensuite, la thématique de votre projet pourra aussi influencer le choix de la date de démarrage. Par exemple, si vous effectuez un projet de tourisme, ce sera pertinent de le démarrer au 1er juillet. Par contre, un projet formation aura un démarrage plus intéressant au 1er octobre plutôt qu'au début des vacances d'été. Dank je, Ève-Marie, voor deze info. Zoals net werd vermeld, gebeurt de opvolging van uw project rond 2 elementen die u ons levert, namelijk het projectrapport en het partnerrapport. Le rapport projet et le rapport partenaire. Peter, on découvre le rapport opérateur avec vous. Oui, bien entendu. Le rapport opérateur, c'est le début du tout, parce que le rapport opérateur est une responsabilité pour tout partenaire de projet. Donc, pour faire la dépense du semestre concerné et également donner des explications sur le contenu de sa dépense. Voilà, le rapport opérateur donc, remplace le système de créances qu'on avait dans la période Interreg suivant passée. Donc, je savais qu'il y avait déjà des partenaires de projets qui étaient actifs et pour ceux qui l'ont été, ils vont le reconnaître. Donc, regardons donc le rapport opérateur, voilà. Comme je viens de dire, c'est une responsabilité de tout partenaire de projet, donc tout opérateur, tant que le contenu, les activités sur le contenu, que les dépenses, les frais qui ont été engendrés lors du semestre sur lequel se rapporte le rapport.
Il est ainsi, si tout commence par le rapport opérateur, parce qu'un mois après le semestre, il a attendu qu'un opérateur soumet ou introduit son rapport. Donc, la date de démarrage détermine quand il faut soumettre donc le rapport opérateur. Le rapport opérateur, après soumission, vu par le contrôleur de première ligne, on va encore voir ensuite comment se fait le contrôle de première ligne, mais le rapport opérateur n'est pas soumis au comité d'accompagnement, mais au contrôleur de première ligne. Il a 2 mois le temps pour vérifier le rapport et il finit son contrôle avec l'émission, délivrer un certificat qui est important parce que ce certificat par après devra être repris dans le rapport de projet qui va aller vers le comité d'accompagnement. Donc, le certificat est pris dans le rapport projet qui, enfin, sur base de cela, se fera le paiement aux opérateurs. Donc, si on va voir l'application GEMS, où vous allez trouver le rapport opérateur, peut-être que vous ne pouvez pas encore le voir parce que votre projet n'a pas été soumis ou contracté, mais une fois que c'est contracté, le rapport opérateur sera à gauche, en haut, dans le menu de GEMS. Et là, vous voyez sous la rubrique rapport opérateur tous les partenaires du projet. Et là, vous verrez votre propre structure. Vous pouvez avoir un menu de déroulant. Vous allez choisir donc pour la soumission d'un rapport opérateur. Tout commence avec la case bleue. Vous voyez sur l'écran, avec la case bleue, vous pouvez créer un rapport opérateur. Une fois que c'est créé, le rapport d'opérateur sera dans le tableau de bord en bas avec la flèche rouge. Donc, il y a 6 rapports qui ont été créés pour différentes périodes et dont un qui a été soumis, vous voyez par la barre bleue. Là, vous voyez à côté de la flèche un certain nombre de colonnes qui donne plus d'infos sur le rapport que vous avez créé. Deuxième colonne, vous trouvez par exemple le statut du rapport. Est-ce que c'est un brouillon ou est-ce que c'est un rapport qui a été soumis ou dans un stade ultérieur? Est-ce que le rapport a été vérifié, contrôlé par le contrôleur de première ligne et approuvé? Ensuite, vous trouvez dans le tableau de bord d'autres infos comme la date laquelle vous avez créé le rapport, la date que le contrôle a eu lieu et la date de début et de fin et le montant qui a été approuvé dans ce rapport opérateur. En dernière colonne, vous avez la possibilité de éliminer, supprimer le rapport opérateur. Vous ne pouvez plus le faire après que vous l'avez introduit ou soumis. Donc, en l'avant-dernière ligne, donc ajouter un rapport opérateur qui a été ajouté. Vous n'avez plus la possibilité d'avoir la poubelle ou le corbeil où vous pouvez donc supprimer donc, ou effacer le dossier. Donc, une fois que vous êtes sur le détail, comme par exemple ici un de 6 rapports, vous arriverez dans le rapport opérateur et qui a été scindé en 9 onglets. Jusqu'à présent, jusque-là, une présentation d'ordre général du rapport opérateur. Mais qu'est-ce que vous devez compléter dans les différents onglets? Ça, on va voir avec vous, Peter. Oui, je vais parcourir avec vous les premiers onglets. Bien entendu, il y a le but qu'ils vont passer la revue. Donc, commençons avec le premier onglet, c'est l'identification du rapport. Dans cet onglet, tout d'abord, vous aurez un écran d'infos qui est automatiquement complété par l'appli GEMS. L'application se base sur votre fiche de projet approuvée et les données qui ont déjà été données par l'opérateur. Il peut s'agir de call, l'appel aux candidatures que votre projet a été approuvé, le pourcentage de FEDER,
vert repris de la fiche, le pays de partenaire de l'opérateur. Voilà toutes les données dans la partie grise claire. Là, il y a encore 3 champs que vous devez vous-même compléter. C'est ça la période de projet sur laquelle se rapporte le rapport. Ensuite, vous devez avoir la date initiale, la date finale, et puis la période du rapport même, il faut l'encoder. Vous voyez ça en bas de l'écran. Si vous allez défiler vers le bas dans l'appli GEMS, vous arrivez au champ suivant. Ils sont très importants. Tout d'abord, un résumé du travail que vous avez effectué dans le semestre concerné. Ça fait une grande différence par rapport au système de créances qu'on a eu dans des périodes passées Interreg. Ici, c'est avec le rapport opérateur, c'est le but de donner des explications sur le contenu des dépenses que ensuite vous verrez et soumettrez dans le rapport. Ce n'est pas le but de, ici en long et large d'écrire toutes vos activités du semestre concerné. C'est un fil conducteur. Je vous conseille comme astuce de vous concentrer sur le lien avec les dépenses que vous allez introduire. Je donne un exemple. Par exemple, s'il y a une imprimante 3D qui a été achetée dans le semestre concerné, là, vous voyez dans ce champ, il faut détailler que l'achat de cet équipement a été fait et organisé et éventuellement également le premier usage de cet équipement pour le projet. Limitez-vous pour un détail des activités, une explication qui doivent être soumises au contrôleur de première instance pour en juger de vos dépenses et vérifier vos dépenses. Voilà le premier champ, le champ en bas. Donc, la dérogation et le problème, ça se rapporte à tout ce qui déroge de la fiche du projet. S'il y a des inentendus, de modifications qui ont un impact sur le projet, vous pouvez donc dans ce champ encoder ces données ainsi que d'éventuelles modifications tant concernant les activités dans le projet, mais également de modifications concernant le budget qui peuvent être signalés, mais ils ne seront pas ici approuvés dans un rapport opérateur. Le rapport opérateur est contrôlé par le contrôleur de première ligne. C'est seulement la compétence du comité d'accompagnement d'approuver d'éventuels changements. Vous pouvez le signaler comme avertissement, mais ils ne seront pas encore approuvés par le contrôleur de première ligne et pas entrés en vigueur après la soumission ou même après l'approbation du rapport partenaire. Donc voilà pourquoi il faut attendre le comité d'accompagnement. Si on va défiler vers le bas dans l'application GEMS, il y a encore 2 champs, mais ces champs ne doivent pas être remplis ou complétés. Premier champ, aperçu des dépenses et application par l'appli GEMS générée. Et c'est un condensé du montant que vous avez soumis dans le rapport opérateur et peut-être d'éventuels montants qui ont été déjà approuvés au préalable. C'est un aperçu automatique qui a été généré par GEMS, l'onglet en bas. C'est groupe cible. Ça ne s'applique pas au rapport opérateur, mais on va en parler dans le rapport de projet. Un onglet suivant, deuxième onglet, ne s'applique pas, donc je peux vite parcourir. Donc c'est un détail de la progression des activités dans le projet. Et ça, vous pouvez voir vous-même, c'est seulement publié et détaillé dans le rapport opérateur et sera d'application également. Merci, Peter. C'est toujours bien d'avoir une partie où il ne faut rien compléter. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour ce qui va venir, à savoir les éléments financiers. François, commençons avec les marchés publics. Tout à fait. Alors, donc, comme tu viens de le dire, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à l'introduction des dépenses. Mais juste peut-être avant de parler de l'introduction des dépenses à proprement parler,
Dans la suite logique des différents onglets que vous allez devoir compléter, vous avez le suivant après l'avancement du plan de travail qui concerne les marchés publics. Juste par rapport à cet onglet, vous ne devrez le compléter que si et seulement si vous êtes concerné au cours du semestre par la création ou l'attribution d'un nouveau marché et surtout pour lequel vous auriez eu des dépenses au cours du semestre concerné par votre rapport opérateur. En effet, les informations relatives à ce marché public attribué au cours de ce semestre devront être mentionnées ici dans cet onglet. Et donc, il est juste également important de savoir par rapport au fait de créer un marché dans cet onglet, simplification administrative, vous allez me dire, ça permet en fait qu'il existe de rapport en rapport. C'est-à-dire que vous ne devez pas recompléter l'ensemble des informations si, au semestre suivant, vous êtes encore concerné par ce marché. Sauf que si, par contre, malencontreusement, vous supprimez ce marché au cours d'un semestre, il disparaît pour l'ensemble des semestres. Et donc là, vous devrez réencoder l'entièreté des données qui vous seront demandées. En effet, une fois que vous aurez cliqué sur l'onglet « Ajouter un marché », vous allez avoir plusieurs informations qui vont vous être demandées que vous devrez compléter. Ces informations, c'est quoi? C'est la description du marché, c'est le numéro du contrat, c'est le numéro de référence, les dates, enfin, toutes des informations relativement basiques par rapport au marché. Ce qui est surtout important, c'est que pour chacun des marchés que vous allez créer, il est très important que vous y insériez l'ensemble des documents relatifs à ce marché, à savoir tout ce qui est cahier des charges, processus de sélection, mais également la sélection. Donc, ça n'a pas oublier de toujours bien compléter l'ensemble des documents qui vous sont demandés. Une fois les marchés publics complétés, vous allez pouvoir enfin rentrer dans l'introduction des dépenses que j'ai la joie de vous présenter aujourd'hui. Pour rappel, celles-ci doivent être acquittées entre la date de début et la date de fin de votre rapport opérateur. Et donc, une fois que vous avez, à côté de votre ordinateur, préparé tous vos documents, que vous avez préparé toutes vos dépenses, vous cliquez sur l'onglet « Ajouter une dépense ». Une fois que vous aurez cliqué sur cet onglet, plusieurs informations, une fois encore, vont vous être demandées. Pour ceux qui ont connu Interex 5, on ne change pas tout. Les différentes informations que vous deviez déjà présenter sur Interex 5 vous seront demandées sur Interex 6. Il y a juste quelques points sur lesquels je vais m'attarder ici par rapport à cette nouvelle période de programmation. Comme sur Interex 5, vous aurez un numéro qui sera automatiquement créé par l'application de gestion. C'est exactement la même chose que sur Interex 5. Par contre, ici, en fait, vous allez avoir la possibilité de cacher ou pas les informations que vous allez mettre dans James. C'est-à-dire que vous ne les cacherez pas à votre contrôleur de premier niveau. De toute façon, il n'y a aucun intérêt à ce que vous les cachiez pour votre contrôleur de premier niveau. Mais vous pourriez les cacher également pour toute autre personne qui aurait accès à James parce que vous considérez que la donnée est trop sensible. Ça peut être des frais personnels, par exemple, ou des marchés de trop grosse ampleur que vous comptez pas cacher, mais ne pas laisser en libre accès à toutes les personnes. Donc ça sera dans le petit onglet « Données sensibles ». Une fois encore, je continue sur les innovations par rapport à Interex 5. Vous avez également un onglet qui s'intitulera « Précédemment mis de côté ». C'est pas que c'est vous qui avez décidé de mettre une dépense de côté, mais c'est votre contrôleur de premier niveau qui, par exemple, au cours d'un contrôle, constate qu'il manquerait des documents, que dans le délai imparti, ça on y reviendra après par rapport aux différents délais, vous ne lui avez pas transmis les documents, lui va clôturer son contrôle. Et ce qui veut dire qu'il pourrait avoir une dépense qu'il a dans un premier temps refusée parce qu'il manquerait 1 ou 2 documents. Et cette dépense-là apparaîtra dans votre rapport opérateur suivant et vous pourrez ajouter différents documents. Donc contrairement à Interex 5, je fais beaucoup de comparatifs, mais voilà, c'est toutes des nouveautés que nous avons sur Interex 6. Vous ne devrez pas réencoder l'entièreté de votre dépense. Vous aurez juste à fournir les documents qui étaient manquants à la déclaration de créance précédente. Toujours dans ces nouveautés, vous allez avoir également ce qu'on appelle le numéro d'investissement. Donc là, ça concerne exclusivement, j'allais dire principalement, mais non, c'est exclusivement les opérateurs, les projets pour lesquels de l'infrastructure lourde est prévue. Des projets pour lesquels vous avez dans votre budget prévu un budget dans la partie travaux et infrastructures. Lorsque vous avez introduit votre projet, vous avez dû décrire
les infrastructures que vous alliez mettre en place, et James a automatiquement attribué un numéro par infrastructure. Et bien, si vous avez une dépense qui est liée spécifiquement à l'une ou l'autre infrastructure, vous devrez bien mettre en lien cette dépense avec le numéro attribué dans votre fiche projet pour cette infrastructure ou ces travaux que vous allez mener. Nouvelle chose également, souvenez-vous, il y a quelques instants, je vous parlais des marchés. Et bien, James va identifier vos différents marchés. Il y aura un ID du contrat. Et bien, si vous introduisez des dépenses relatives à ce marché, il faudra reprendre le numéro du marché que vous avez introduit dans l'onglet précédent. Rassurez-vous, vous ne devez pas vous amuser à switcher d'un onglet à l'autre. Tout est dans une suite relativement, je peux dire, logique des onglets. Et donc, voilà, vous avez qu'à suivre justement le déroulé et de bien faire ça de manière ordonnée. Une chose à la fois, un onglet à la fois. Si par contre, et je crois que ça va être la majorité des dépenses que vous allez introduire, celles-ci ne seront pas nécessairement liées à un marché. Vous devrez juste préciser que c'est sans objet pour cette ID. Je continue donc par rapport aux différents champs que vous allez devoir renseigner. Comme vous pouvez le voir, ce sera des dates de facture, des dates de paiement. Petite particularité, nouvelle particularité, pas petite au contraire, c'est que vous allez pouvoir décrire votre dépense. Certains ont connu des remarques du contrôleur de premier niveau qui leur demandait le lien entre la dépense et le projet. Ici, vous allez pouvoir anticiper cette question et déjà lui dire. Comme ça, vous allez pouvoir justifier directement pourquoi est-ce que vous introduisez cette dépense. Ensuite, vous allez également pouvoir commenter votre dépense. Je prends toujours l'exemple que vous allez acquérir un équipement, mais qui sera partiellement pris en charge par le programme. De facto, vous allez avoir une facture globale pour l'équipement. Et vous allez peut-être introduire, je donne un exemple, si votre équipement coûte 100 000 €, vous allez peut-être uniquement imputer 20 000 € au programme. Vous auriez pu avoir la question du contrôleur qui allait vous demander pourquoi 20 000 et pas 100 000. Là, directement, vous allez pouvoir lui préciser nous prenons 20 000 parce que les 80 000 sont financés par ailleurs et que l'équipement n'est pas acquis à 100% pour le projet. Donc ça vous permet à chaque fois de commenter vos différentes dépenses. Une fois que vous avez complété l'ensemble des différents champs à renseigner, petite nouveauté, c'est que vous n'avez plus devoir fournir dans un onglet différent l'ensemble de vos justificatifs liés à la dépense que vous avez introduit. À chaque fois, dorénavant, vous introduirez les différents justificatifs liés à la dépense que vous venez d'enregistrer. À ce propos, je vous invite vraiment à avoir à côté de vous tous les documents que les gens ici autour de la table ont fait, tous les documents qui se trouvent dans notre boîte à outils et qui vous permettent vraiment de suivre au fur et à mesure, dépense par dépense, quels sont les documents qui vont vous être demandés. Donc ça, ayez toujours, c'est un peu votre nouvelle Bible à côté de vous au moment où vous rentrez quoi que ce soit dans James. Pour anticiper peut-être une question qu'on va avoir, est-ce qu'il est possible d'introduire des déclarations de créances à zéro? Eh bien oui. Pour ce faire, vous introduisez une dépense sur n'importe quel poste, et vous la laissez à 0. Et là, vous allez directement jusqu'au bout. Et là, je vais arriver au bout dans quelques instants par rapport aux autres. C'est justement ce qui permet de faire la différence entre un oubli d'introduction de déclaration de créance et de fournir une information au programme comme quoi, sur un semestre donné, il n'y a pas de dépenses présentées. C'est bien ça, François? Oui, tout à fait. Vous faites le geste, vous informez qu'il n'y a pas de dépenses. Parce que vous allez voir par la suite que le système a une nouvelle fois changé entre Interex 5 et Interex 6, à savoir le suivi justement entre rapport opérateur et rapport projet. Vous allez voir, Cécile vous présentera tout à l'heure les différents éléments par rapport à ça et ce que l'un conditionne par rapport à l'autre en fait. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, étape par étape et une chose à la fois. Ensuite, vous allez avoir l'onglet qui s'appelle cofinancement. Donc cet onglet en fait va principalement se compléter de manière automatique et en fait James va tenir compte de votre répartition financière, de votre plan de financement au moment de l'introduction de votre fiche projet. C'est-à-dire que pour l'addition, la somme des dépenses que vous allez avoir introduites dans l'onglet précédent, James va faire la répartition en fonction des pourcentages qui étaient prévus dans votre fiche projet.
Sauf qu'ici, dorénavant, si au cours du semestre concerné par votre rapport opérateur, vous avez obtenu un cofinancement, il va falloir à ce moment-là l'indiquer directement dans cet onglet. Donc, c'est-à-dire que, oui, votre répartition risque de changer par rapport à votre plan de financement, mais au moins, il faudra informer directement le montant que vous avez reçu par votre cofinanceur et, bien entendu, fournir la preuve du versement, de la réception, de ce cofinancement. Et donc, vous devrez mettre à jour alors votre part opérateur en fonction de cela. Et là, il ne faudra pas fournir de justificatif pour votre part opérateur. On arrive presque à la soumission. Pas encore au paiement, mais à la soumission en tout cas, ça c'est sûr. Donc, comme à chaque fois, vous avez toujours cette possibilité d'avoir une sorte de résumé de ce que vous avez introduit. Ici, le premier résumé, ce sera l'onglet annexe au rapport. En fait, ça sera la liste de toutes les pièces que vous avez introduites au fur et à mesure de la déclaration de vos différentes dépenses. En toute logique, il n'y a pas de document à y ajouter à cet endroit-ci, vu que vous aurez fourni, dépense par dépense ou marché par marché, les différents éléments papier, en fait, on va dire, en lien avec ces documents. Toutefois, à vous de conserver ces documents dans votre institution, dans vos bureaux et autres, à l'abri de l'eau et des incendies. Pourquoi ? Parce que ces documents-là, le contrôleur de premier niveau pourrait être amené à vous les redemander en format papier à un moment ou à un autre. Donc voilà, ça sera l'onglet annexe au rapport. Ensuite, vous allez pouvoir exporter ce que vous avez introduit de deux manières. Soit que vous allez exporter sous format PDF, donc là en fait ça sera toute la partie rédactionnelle de votre rapport opérateur, ou alors sous format Excel, qui vous permettra d'avoir une vue d'ensemble de ce que vous avez introduit comme dépenses. Ensuite, vous allez avoir l'aperçu financier. Donc là, je continue, vous voyez, étape par étape, onglet par onglet. Vous allez avoir l'aperçu financier, et là, en fait, c'est vraiment le tableau depuis le début de votre projet, c'est-à-dire les dépenses qui auront été contrôlées, validées, déjà votre budget initial, vos dépenses contrôlées et validées, vos dépenses introduites, et ce qui vous permettra également de voir un peu où vous en êtes par poste budgétaire et au niveau global de votre enveloppe. Il n'y a rien du tout à ajouter dans cette rubrique. Il n'y a pas moyen de bidouiller différents montants. Ensuite, vous allez pouvoir soumettre votre rapport opérateur. Donc pour soumettre votre rapport opérateur, vérifiez bien que vous avez tout encodé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de possibilité via James de faire un check de tout ce qui a été introduit et si tout a bien été introduit. Pourquoi ? Parce que c'est au contrôleur à vérifier que tout a bien été introduit. Et une fois que vous avez fait ce check, vous cliquerez sur le bouton soumettre et tout partira vers votre contrôleur de premier niveau. Et ensuite, vous êtes en charge de devoir informer votre chef de file comme quoi vous avez bien soumis votre rapport opérateur. Et on a bien compris avec tes explications, François, que chaque opérateur est effectivement responsable de son propre rapport financier. Par contre, en ce qui concerne le rapport projet, là, c'est une responsabilité collective de l'ensemble des opérateurs partenaires au sein du projet ou au sein du portefeuille de projet. Alors, par rapport à la période précédente, tu as souvent fait référence à Interreg 5. Je fais aussi un petit lien avec cette période Interreg 5 que nous venons de clôturer. Quelques évolutions, mais pas de grandes révolutions, sauf erreur de ma part. Cécile, tu confirmes, on s'inscrit dans la continuité ? Je confirme, Eric. Alors, dis-nous tout. Donc le rapport projet, une autre modalité du suivi de votre projet. Donc le dépôt de votre rapport projet devra se faire dans l'application de gestion James. Il sera possible de commencer l'encodage de votre rapport dès la fin du semestre. Toutefois, vous ne pourrez soumettre votre rapport qu'une fois les dépenses relatives au semestre concerné, donc une fois qu'elles seront contrôlées et certifiées par les contrôleurs de premier niveau. Donc les rapports opérateurs qui constituent les dépenses. Donc le tout est que votre rapport projet soit disponible entre le 3e et le 4e mois à compter de la fin du semestre. Nous aimerions également attirer votre attention sur le fait que l'encodage d'un nouveau rapport ne pourra se faire
qu'après la validation du rapport précédent faite par le comité d'accompagnement. On va maintenant passer à la phase rédactionnelle de votre rapport projet. Donc l'objectif dans votre rapport, c'est de rédiger un descriptif global et collégial des activités transfrontalières pour le semestre en question et au regard des objectifs de votre fiche projet. Votre rapport devra mettre en lumière le travail collaboratif et chaque opérateur devra contribuer à la rédaction du rapport projet. Les éléments produits par l'ensemble des opérateurs seront consolidés par l'opérateur chef de file dans GEMS. Et votre rapport projet devra venir en complément et être cohérent avec les informations que vous aurez transmises, que chacun des opérateurs aura transmises dans les rapports opérateurs. Passons maintenant donc à l'importance du caractère transfrontalier. On va le répéter souvent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que votre rapport projet va être évalué. Donc, il faudra vous concentrer sur l'essentiel de vos activités en transfrontalier. Vos activités structurelles ne doivent pas se retrouver dans le rapport projet. Et donc, vous devrez mettre en valeur les activités réalisées tous ensemble en transfrontalier et mettre en valeur les résultats de tout ce travail collaboratif. Donc voilà, développement de vos actions en transfrontalier et les résultats de vos projets transfrontaliers. On va maintenant passer à la phase un peu plus pratique et donc à l'initiation d'un rapport projet dans GEMS. Donc, vous avez actuellement à l'écran donc une impression écran de l'application de gestion GEMS. Sur la partie supérieure gauche, vous pouvez en effet cliquer sur la partie rapport projet et c'est à cet endroit-là que vous pourrez cliquer sur créer un nouveau rapport projet. Donc, nous allons arriver sur donc, ce type d'écran. Et il vous sera demandé des informations générales afin d'initier votre rapport projet. Donc ces informations, vous pourrez sélectionner au travers de listes déroulantes, donc la période concernée par le rapport projet et la date, donc les dates de début et de fin de la période concernée par ce rapport projet. Donc si je prends l'exemple d'un projet qui a démarré le 1er janvier, et que vous êtes en train de créer le rapport pour la première période. Donc la date de démarrage de cette période sera le 1er janvier et la date de fin de période sera le 30 juin. Jusque-là, tout cela est très cohérent. Ça y est, le rapport est créé. Que contient-il concrètement? Quelles sont les rubriques à renseigner? Visite guidée du rapport d'activité et notre guide pour cette visite, c'est toi, Ève-Marie. Alors oui, après avoir renseigné ces différentes informations générales, plusieurs onglets à remplir vont apparaître à l'écran. C'est ce que vous voyez ici sur cette capture d'écran qui a été faite à partir de GEMS. Donc vous avez plusieurs onglets qui apparaissent et chacun sera à remplir. Donc on va faire un tour de tous ces onglets à remplir. Donc le premier onglet va vous permettre de remplir l'identification du rapport projet avec 4 rubriques. Donc la première rubrique, c'est le résumé des principales réalisations. Donc il faudra que vous présentiez l'état d'avancement depuis le démarrage de votre projet jusqu'à la fin de la période couverte par le rapport, y compris les objectifs atteints et les principaux résultats. Donc c'est un résumé qui va être mis en ligne. Il faut donc qu'il soit vraiment compréhensible du grand public et des non-spécialistes. Et il faudra qu'il mette vraiment bien en avant les réalisations transfrontalières et la plus-value de la coopération entre vous. C'est un résumé qui doit donc être rédigé en anglais, en français et en néerlandais parce qu'il sera mis en avant sur le site internet du programme, sur ses réseaux sociaux et sur tous les canaux de communication internationaux. Deuxième rubrique, ce sera l'aperçu des indicateurs. Donc ici, vous n'aurez rien à faire. C'est un tableau qui est généré automatiquement par l'application à partir d'informations qui ont été saisies dans les différents modules de travail.
Ensuite, la troisième rubrique, ce sont les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du projet ou les écarts que vous pouvez avoir donc des changements dans le plan de travail, dans les dépenses ou dans les indicateurs. Et on va aussi vous demander à cet endroit d'indiquer les solutions que vous avez pu apporter à ces problèmes. C'est également l'endroit où vous allez pouvoir reprendre toutes les demandes de modification propres au projet ou à un opérateur, et nous en reparlerons plus loin. La dernière rubrique de ce premier onglet, ce sont les groupes cibles. Donc, c'est un descriptif de l'impact de votre public cible qui a été défini dans la fiche projet. Et il faudra préciser comment et dans quelle mesure le groupe cible a été touché au cours de la période concernée par ce rapport semestriel. Donc, on passe au deuxième onglet. Ce sera là où vous allez présenter l'avancement de votre plan de travail. Donc, vous allez voir dans l'application, vous allez pouvoir dérouler chacun des modules de travail. Et par module, vous allez retrouver différentes rubriques. Donc, ce sera toujours les mêmes. Donc, on aura d'abord l'objectif du module de travail, ensuite son objectif de communication, les avancements, les infrastructures transfrontalières. Si jamais vous avez indiqué en avoir dans votre fiche projet, on vous demandera d'indiquer ici l'état d'avancement de ces infrastructures. Ensuite, vous allez avoir les différentes activités dans chaque module et enfin les indicateurs de réalisation. Donc pour tout ce qui est objectif de chaque module, de sa communication et pour les différentes activités, vous allez avoir à préciser l'état d'avancement. Donc ce sera entièrement, partiellement ou non réalisé. Donc pour chacun des modules dans la globalité, mais surtout pour les activités, il faudra que vous rédigiez un descriptif transfrontalier des actions du semestre, c'est-à-dire comment la coopération transfrontalière s'est déroulée entre les partenaires. Vous avez aussi la possibilité de fournir des livrables qui doivent être quantifiés et justifiés pour le semestre concerné et en lien avec les activités, les résultats de ces activités qui ont été réalisées. Pour chacun des modules de travail, vous allez avoir les indicateurs de réalisation qui doivent également être quantifiés et justifiés avec des valeurs à renseigner qui sont celles atteintes pendant la durée couverte par le rapport dans la limite du module de travail en question. Et enfin, pour cette dernière rubrique des indicateurs de réalisation, vous pouvez aussi ajouter des annexes pour soutenir ces réalisations. On passe au troisième onglet. Vous allez pouvoir renseigner les résultats du projet et les principes horizontaux avec ici 3 rubriques. Donc la première rubrique permettra de renseigner les indicateurs de résultats du projet. Ils doivent être quantifiés et justifiés au regard des objectifs fixés par le projet et de la valeur atteinte sur la période concernée par le rapport projet. Pour cela, n'hésitez pas à vous référer aux fiches indicateurs que vous allez trouver sur le site internet dans la boîte à outils du programme. Deuxième rubrique, les annexes pour appuyer les justifications de chaque indicateur de résultat. Et enfin, les principes horizontaux. Donc, ce sera la dernière rubrique qui va vous permettre de renseigner la contribution du projet à ces principes sur le semestre concerné avec la justification. Donc, ces 3 principes horizontaux sont le développement durable, l'égalité des chances et la non-discrimination et l'égalité entre les hommes et les femmes. Il faudra donc ici indiquer si le projet a eu un impact négatif, positif ou neutre sur ces principes. Et la justification devra vraiment reprendre les actions qui ont été faites spécifiquement sur ce semestre concerné par le rapport. Donc cela ne doit pas être une explication générique qu'on reprendra de semestre en semestre. Nog een laatste inspanning voor onze projectleider die dit dan allemaal in GEMS intypt. We gaan wat verder in het projectrapport. Donc on va continuer dans le rapport de projet. Il y a quelques onglets qu'on va encore vérifier avec vous, Peter. Bon, en effet, il y a encore des onglets que je peux parcourir plus vite. Un premier onglet est très important, c'est la liste avec les certificats de partenaires des opérateurs. Donc, si vous vous rappelez bien, si je donne donc l'explication sur le rapport de partenaires et le contrôle de première instance, donc ça a été finalisé par l'émission d'un certificat, une délivrance d'un certificat par le partenaire et seront disponibles dans cet onglet du rapport de projet. Donc, le chef de file
pourra, de ce onglet, sélectionner tous les rapports qu'il peut donc faire introduire dans le rapport. Donc, ce sont les certificats qui se concernent, qui se rapportent à la même période que le rapport. Si d'une raison ou d'une autre, il y a un retard lors de l'approbation des certificats, il se pourrait que de plus anciens certificats peuvent être repris, mais en tout cas, le chef de file aura le choix des certificats des opérateurs disponibles. Il pourra le voir dans cet onglet. Bien entendu, c'est crucial de les reprendre dans le rapport de projet seulement par la sélection et en prenant ces certificats, le comité d'accompagnement sera en mesure de évaluer donc le budget lors du temps de cours ce projet. Donc pour évaluer l'avancement du projet, également par après d'effectuer le paiement aux opérateurs de partenaires de projet. Onglet suivant, c'est les annexes au rapport de projet. C'est la même chose que le rapport de partenaire GEMS. Automatiquement, tous les annexes, tous les PG, il va les grouper dans cet onglet. En principe, vous n'aurez pas de nouveaux pièces jointes à ajouter parce que les pièces jointes ont déjà été ajoutées. Donc, ne pas ajouter de nouvelles annexes. Donc, l'aperçu financier, l'onglet suivant, automatiquement, c'est créé automatiquement par GEMS. Ici, il n'y a rien à faire. Hein, donc, ça sera également un aperçu financier de tous les frais qui ont été approuvés par poste budgétaire depuis le début du projet. Ce serait un onglet que, dans le comité d'accompagnement, on sera en mesure de vérifier donc les dépenses de votre budget. Il y aura un tableau spécifique qui sera créé par GEMS pour tout ce qui a à voir avec le coût de frais d'infrastructure. Là, on arrive au onglet suivant, c'est l'export du rapport. C'est la même chose que le rapport d'opérateur. On peut le télécharger sous format PDF. Également, de faire une sélection de langue de son choix. Donc là, avec le rapport des opérateurs, l'opérateur ne doit que reporter dans sa propre langue, mais dans le rapport de projet, il faut faire un rapportage en français et en néerlandais, en bilingue. Et par conséquent, avec l'export du rapport, vous avez le choix dans la langue de son choix, en français ou soit en néerlandais. Donc là, j'arrive au dernier onglet de rapport. Donc le dernier onglet, c'est la soumission. In tegenstelling tot het partnerrapport heeft u wel een automatische controle. Partenaire, il y a un contrôle automatique parce qu'il faut compléter tous les champs et GEMS peut contrôler que tout soit complété. Et bien entendu, il faut respecter les délais pour le rapportage. Donc, ils ont été déjà expliqués et on va encore en parler tout à l'heure. Si vous allez appuyer sur le bouton soumission, ce sera plus possible de faire des modifications, de changements. Non, le rapport est non modifiable et une fois que c'est soumis, donc là, ça passe au comité d'accompagnement. Voilà. Enfin, vos rapports sont tous soumis et vous voulez les partager avec beaucoup de fierté. Mais une question, avec qui et de quelle manière? Voilà, c'est la mission du comité d'accompagnement transfrontalier. François, vous pouvez nous expliquer ça? Ou... Ik beloof het wel. François, kan je dit allemaal eens uitleggen? Je vais le faire. Mais donc voilà, je crois qu'on a cité à plusieurs reprises comité d'accompagnement transfrontalier. Et que fait-on avec ce rapport projet maintenant? En fait, il va être présenté à un comité d'accompagnement transfrontalier. On vous parlera des délais, des dates par la suite. Donc, qu'est-ce qu'un comité d'accompagnement transfrontalier et déjà qui le compose? Alors, pour qu'il puisse se tenir valablement, un comité d'accompagnement transfrontalier doit se faire en présence de tous les opérateurs partenaires du projet. Quand je dis opérateurs partenaires, c'est les opérateurs financés dans le cadre d'un projet. Il est également composé d'un représentant du secrétariat conjoint et des animateurs territoriaux concernés par ce projet. Donc, vous en aurez 2 ou 3
en fait, d'animateurs territoriaux, plus une personne du secrétariat conjoint. Ils sont invités les différentes autorités belges et françaises concernées par le projet, ainsi que leurs services instructeurs belges et français, bien sûr. Ensuite, une fois que tous ces membres du... Pardon, je rebobine. Voici la composition du comité d'accompagnement. Et par rapport à ça, on fournira, chaque versant va fournir à chaque opérateur chef de file la liste des membres des personnes à inviter. Quelles sont les missions du comité d'accompagnement ? Comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs qui sont déjà affichées à l'écran. Il y en a une dizaine. Tout d'abord, le comité d'accompagnement va examiner et valider l'état d'avancement transfrontalier du projet. Bien entendu, il y aura un gros focus sur les indicateurs, donc la complétude des indicateurs et voir comment vous atteignez. Et bien entendu, comme j'en ai déjà parlé tout à l'heure, on fera également un focus sur la mise en œuvre transfrontalière. Et comme Eve-Marie le disait tout à l'heure, ou Cécile, Eve-Marie, bref, dans le rapport d'activité, dans le rapport que vous allez rédiger, c'est bien la mise en œuvre transfrontalière que vous devez mettre en avant et non pas vos activités structurelles que vous auriez pu mener durant la vie du projet. On fera également attention, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la communication que vous faites sur vos résultats et donc le transfert de ceux-ci au bénéfice des populations et ou des territoires concernés par votre projet. Et bien entendu, qui dit accompagnement, dit également conseil et guidance. Ce n'est pas uniquement un comité de contrôle, ça ne l'a jamais été. On est vraiment sur un comité d'accompagnement. Toujours parmi les différentes missions de ce comité d'accompagnement, il y a tout ce qui est validation des modifications mineures et la prise en compte également, la réception des modifications majeures. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on fait vraiment un point spécifique là-dessus par la suite. Ensuite, on regardera bien tout ce qui est respect des règles communautaires et également, éventuellement, si votre projet l'est concerné ou pas par les aides d'État, bien entendu, on devra faire un suivi des aides d'État et in fine, on va faire ce qu'on appelle la validation du rapport projet, ce qui permettra, comme Peter le disait, de déclencher tout ce qui est paiement et autres. Si le rapport est évidemment de bonne qualité, mais nous n'avons que des rapports de bonne qualité de la part de nos opérateurs. C'est ce que j'allais dire, j'avais aucun doute par rapport à ça, donc je n'ai pas parlé d'autre chose. Donc voilà, une fois que le comité d'accompagnement lui aura validé ce rapport. Mais comment se passe un comité d'accompagnement ? Une fois encore, quelques petits changements. En fait, on a vraiment envie que les comités d'accompagnement deviennent vivants et arrêtent de toujours s'attarder sur le passé. Bien entendu, on vous demandera de nous présenter, de nous illustrer les différents résultats transfrontaliers que vous avez obtenus au cours du semestre qui est concerné par le comité d'accompagnement, bien entendu. Mais on vous demandera vraiment de vous attarder sur la méthodologie que vous avez utilisée pour les atteindre et uniquement sur la plus-value et la mise en œuvre transfrontalière par rapport aux résultats que vous avez obtenus au cours du semestre précédent. On fera un point spécifique sur la communication. Pourquoi ? Parce que nous, en tant qu'animateur territorial et également le programme, a besoin de savoir ce que vous allez faire comme communication pour pouvoir relayer l'information aussi et pouvoir être également vos relais au niveau du public à inviter et autres. Donc voilà, on va vraiment travailler en équipe avec vous pour communiquer le maximum sur votre projet. Bien sûr, on fera un petit état actuel, mais surtout on travaillera sur vos perspectives. Qu'est-ce que vous allez faire dans les mois à venir pour justement pouvoir vous accompagner au mieux dans la réalisation de ce que vous allez faire à l'avenir. Donc comme je le disais, le comité d'accompagnement ne sera plus une présentation exhaustive et académique du rapport d'activité, ne sera plus également uniquement un regard exclusif sur la période précédente, mais on est vraiment sur une discussion avec vous de vos résultats et sur la mise en avant justement de ce que vous allez faire et de ce qui va se passer. Pourquoi ? Comme je viens de le dire, déjà pour pouvoir vous accompagner aussi, il faut communiquer sur votre projet ou mettre en avant des résultats que vous avez obtenus. Dans cette optique, on pourrait même imaginer que les comités d'accompagnement soient combinés à des visites de terrain, à des visites de réalisation. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait tenir un comité d'accompagnement le matin et l'après-midi avoir une visite de terrain et vous accompagner dans ce que vous... voir ce que vous faites, en fait. Pouvoir participer, pas à votre mise en œuvre, parce que c'est vous les spécialistes, mais peut-être voir ce que vous faites pour justement mieux comprendre la réalité de votre terrain et la réalité de votre travail. Bien entendu, s'il y a visite, il faut être présent.
Donc, c'est-à-dire que les comités d'accompagnement se déroulent en présentiel et le lieu de la réunion peut être choisi librement. C'est des choses qu'on va discuter entre nous de comité d'accompagnement en comité d'accompagnement. C'est-à-dire qu'à la fin d'un comité, on discute entre nous de savoir quand aura lieu le prochain comité d'accompagnement, à quelle heure et où. C'est vraiment une décision collégiale. En résumé, donc le comité d'accompagnement transfrontalier se réunit 2 fois par an. Les réunions se tiennent, comme je le disais, sur un lieu défini ensemble. Nous, ce qu'on aime bien, c'est nos préférences, c'est tourner d'opérateur en opérateur, justement pour pouvoir aller à la rencontre de tout le monde et voir un peu les réalités de terrain de chacun des opérateurs. Pour pouvoir tenir ce comité d'accompagnement, il faut aussi qu'on puisse accéder à James, vu que les rapports se trouvent dans James et autres. Donc c'est intéressant d'avoir une salle qui dispose d'un Wi-Fi cohérent, bon. Je ne vais pas dire puissant, mais constant, au moins. Connexion stable, en tout cas. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit constant. Donc l'invitation sera envoyée par le chef de file 10 jours ouvrables avant la tenue du comité d'accompagnement. Ensuite, 15 jours ouvrables après la tenue de cette réunion, l'opérateur chef de file transmettra le procès-verbal et éventuellement le rapport corrigé. Mais comme on se disait avec Eric tout à l'heure, ils seront tellement de bonne qualité que nous n'aurons pas à corriger les rapports. Là, on met un peu la pression sur nos opérateurs. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et en fait, dans un premier temps, ce procès-verbal et ce rapport corrigé ne seront transmis qu'au référent de l'unité projet du secrétariat conjoint. Et la validation formelle et officielle et la transmission de ces 2 documents à l'ensemble des membres du comité d'accompagnement ne pourra se faire qu'une fois le feu vert obtenu du référent de l'unité projet du secrétariat conjoint. Voilà donc en ce qui concerne le suivi physique des réalisations du projet. On va quand même un tout petit peu se parler argent, si vous le voulez bien. Et on va se parler du suivi financier avec toi, Cécile. Ce suivi financier, il se passe comment? Il se passe bien, mais concrètement? Alors, donc oui, allons-y pour l'aspect suivi financier de votre projet. Donc, l'ensemble de vos dépenses, donc l'ensemble des rapports opérateurs, vont être contrôlés et validés par les instances de premier niveau. Donc il y a une instance par versant. Donc sur le versant flamand, il s'agira du service des finances de la province de Flandre occidentale. Pour le versant wallon, il s'agira de la direction du suivi financier et du contrôle des programmes FEDER du service public de Wallonie. Et enfin, pour le versant français, du contrôleur qui aura été sélectionné et approuvé par l'autorité nationale. Donc, ne vous inquiétez pas, puisque des séminaires financiers vont être organisés afin de vous aider dans le suivi financier de votre projet. Donc, séminaires financiers sur les versants wallon et français, donc pour l'ensemble des projets. Et pour le versant flamand, ça sera plutôt des entretiens individuels qui seront organisés par le contrôleur de premier niveau, donc pour démarrer chaque projet. L'ensemble de vos pièces justificatives, donc on vous rappelle qu'elles devront être archivées jusqu'à la fin de l'année 2037, et ceci à des fins de contrôle sur place, puisqu'en effet vous êtes susceptible d'être contrôlé jusqu'à cette date par les autorités d'audit et la Commission européenne. Enfin, donc nous vous rappelons qu'il existe une fiche pratique des dépenses éligibles et des annexes qui déclinent les spécificités par versant, et elles se trouvent dans la boîte à outils de notre site internet. Et on aura l'occasion d'ailleurs tout à l'heure de reparler des différentes ressources documentaires à disposition de nos opérateurs. Voilà, donc on va passer maintenant au calendrier financier. On va se dérouler ensemble les différentes étapes et les échéances à respecter, donc à compter de la fin du semestre. Donc la première étape, comme on l'a évoqué tout à l'heure, donc il s'agira pour chacun des opérateurs de venir introduire son rapport opérateur. Chacun des rapports opérateurs sera donc vérifié et contrôlé dans un délai de 2 mois après le dépôt. Donc on arrive à la fin du contrôle de premier niveau et à la certification de vos dépenses.
Dans un délai d'1 mois après la fin de ce contrôle et la certification de vos dépenses, vous pourrez en effet introduire votre rapport projet. Donc on arrive ici à plus 4 mois après la fin du semestre. Dans les 2 mois suivant l'introduction de votre rapport projet, donc la réunion du comité d'accompagnement pourra être organisée par l'opérateur chef de file. Et donc, le comité d'accompagnement interviendra dans un délai maximum de 6 mois à compter de la fin du semestre. Au plus tard, donc 2 mois après, la validation de votre rapport projet interviendra. Donc, cette validation sera faite par le comité d'accompagnement. Après validation de votre rapport projet, donc dans le mois suivant, le paiement du FEDER interviendra, donc dans un premier temps au chef de file, et ensuite le chef de file aura 15 jours pour pouvoir reverser les fonds à l'ensemble des partenaires du consortium. Donc entre la fin du semestre et le reversement de la part FEDER à l'ensemble des partenaires du consortium, nous aurons en effet 9 mois et demi qui se seront écoulés. Délai maximum, bien évidemment. Merci pour cet effort de synthèse au travers de cette ligne du temps. Alors, comme toute aventure qui vaut la peine d'être vécue, un projet Interreg, vous le savez, ça n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il peut se passer beaucoup de choses entre l'idée du projet tel qu'exprimé dans la fiche projet et puis la phase de mise en œuvre et de réalisation. Vous serez donc peut-être amené à connaître des besoins d'adaptation de vos plans. Tout cela est bien évidemment possible, tout en respectant un certain nombre de règles. Quelles sont ces règles, Ève-Marie ? Alors, donc nous allons passer aux modifications de projet. Et effectivement, des modifications peuvent intervenir au cours de la vie de votre projet, mais elles doivent toujours rester exceptionnelles. Avant la mise en œuvre d'une modification, elle doit toujours être validée de manière formelle. Et donc ces modifications qui sont présentes dans les rapports opérateurs doivent absolument aussi se retrouver dans le rapport projet. Les demandes de modification sont donc bien signalées dans le rapport opérateur, mais le contrôleur de premier niveau ne les valide pas. Il est donc absolument indispensable que ces demandes de modification soient inscrites au rapport projet, qui va être examiné ensuite au comité d'accompagnement. Donc vous allez avoir 2 types de modifications possibles, les modifications mineures et les modifications majeures. Si vous avez un doute sur le type de modification ou sur la procédure de validation, n'hésitez pas à consulter les fiches pratiques qui sont toujours disponibles dans la boîte à outils sur le site du programme ou bien à vérifier auprès de l'assistance technique. Donc on va parcourir les différentes modifications possibles. Donc d'abord les modifications mineures qui sont présentées en comité d'accompagnement pour être discutées puis soumises à son approbation. Ensuite elles sont validées. Donc parmi les modifications mineures, on peut retrouver un transfert entre postes budgétaires chez un même opérateur à partir du moment où ce transfert représentera plus de 20% du budget total de cet opérateur de manière cumulative sur toute la durée de vie du projet. Ensuite, en modification mineure, on peut aussi retrouver une modification de la durée du projet, une modification du plan de financement du projet en dehors du FEDER, une modification du statut juridique des opérateurs, un retrait ou un ajout d'un partenaire associé, et une modification qui est vraiment importante à nous signaler, c'est un changement de responsable de projet, de responsable juridique ou de responsable financier, que ce soit chez le chef de file ou chez un partenaire. Et là-dessus, on insiste vraiment de nous le signaler bien en amont parce que ce sont les contacts dont on dispose dans l'application et donc les personnes avec qui on va pouvoir échanger sur le suivi de leur projet chez les opérateurs. Ensuite, on passe aux modifications majeures qui sont d'abord présentées au comité d'accompagnement avant d'être transmises au comité de pilotage. Ce sont des modifications qui affectent le contenu du projet ou le partenariat ou le montant du financement européen. C'est pour cela que c'est le comité de pilotage qui va examiner ces modifications et les valider en dernière instance. Donc dans les modifications majeures, ce qu'on peut retrouver, un transfert de fonds FEDER entre les opérateurs,
une modification du pourcentage de financement FEDER d'un opérateur ou alors au niveau du projet, une réduction ou une augmentation de l'enveloppe FEDER, un changement significatif du contenu du projet, un changement dans le partenariat comme une adhésion ou un retrait d'un partenaire du projet, ou bien une fusion ou une faillite d'un partenaire. Et enfin, toute modification qui pourra avoir une incidence sur l'analyse des aides d'État. Et donc, la mise en œuvre de ces modifications ne seront effectives qu'après la validation par le comité d'accompagnement pour les modifications mineures et par le comité de pilotage pour les modifications majeures. Na al deze heel belangrijke informatie gaan we over naar een wat lichter of leuker onderwerp. Dames en heren, u gaat Mesdames, Messieurs, een heleboel vous auriez trouvé de tas de choses chouettes que vous allez développer avec ce projet. Faites-nous savoir et en soyez fiers parce que la com est très importante pour nous également. Pour nous et pour vous, parce que à partir de maintenant, vous êtes les ambassadeurs de notre programme Interreg France Wallonie-Vlaanderen. Peter, qu'attendez-vous de nos ambassadeurs? On attend beaucoup de choses de nos ambassadeurs. Tout d'abord, je tiens à souligner qu'il s'agit des ambassadeurs de notre programme, parce que nous, on ne peut pas s'en passer de notre opérateur, nos partenaires, qu'ils ont, ils ne peuvent pas fonctionner sans aide d'État européen, mais le projet sont les ambassadeurs de notre programme et également de l'Union européenne qui assure le financement. Et l'obligation pour la com vont mettre que les projets sont plus connus auprès des partenaires, les bénéficiaires des aides européennes. D'autre part, tout projet a son public cible et c'est le but de notifier donc la contribution de l'Union européenne auprès de ce public cible. Ce public cible, ça peut être le grand public, mais voilà, en général, c'est plutôt des groupes cibles spécifiques de chaque projet. Voilà, le deuxième niveau, dans notre jargon, on les appelle les bénéficiaires finaux des aides européennes et on veut que ça soit bien connu, c'est la contribution qui livre l'Union européenne. Comment on le fera? Par notre programme. Tout d'abord, ce n'est pas nouveau. Donc, je tiens à souligner que toutes ces explications sont également repris dans le guide de communication qui est consultable sur notre site web depuis belle lurette. Voilà comment on va donc faire que ces obligations pour la publication des aides par le logo de projet. Donc, chaque projet, lors de la notification par le secrétariat conjoint, donc, a eu un logo de projet. Si ce n'est pas le cas, il faut au plus vite contacter le responsable de communication de notre programme. Normalement, chaque projet dispose de son logo. Et également, la première obligation également d'avoir ce logo dans forme non modifiable sur tout le support de communication. Pourquoi c'est important? Parce que le projet, le logo du projet contient les éléments obligatoires qui ont été imposés par l'Europe. Donc, il faut faire référence à l'Union européenne. Donc, il faut également faire référence à l'emblème européen, donc le drapeau européen. Tout ça est contenu dans le logo du projet que vous avez reçu du programme. Voilà pourquoi c'est immodifiable. Et donc de préférence à utiliser en couleur. Si pour une raison ou autre, dans le cadre de votre projet, il est nécessaire et vous avez le choix de développer un propre logo ou de créer un propre logo, il est ainsi que ces frais sont non subsidiables, donc non finançables, donc ces dépenses ne sont pas éligibles. Voilà, utilisez le logo et faites que le logo soit bien visible. Et voilà pourquoi l'obligation, la taille aussi doit être en même taille que d'autres logos, vous voyez, sur votre support de com.
Voilà, il y a certaines obligations. Tout d'abord, c'est d'avoir un site web, créer un site web, un portail, page d'accueil qui est spécifique pour le projet, qui représente le projet, les partenaires, les aides européennes, l'activité. Et dans une phase ultérieure, bien entendu, les résultats que vous avez atteints à la fin ou pendant le délai du projet. Ces obligations existaient déjà. Une nouvelle obligation est que, donc, en Interreg 6, on demande aux opérateurs d'être présents dans des réseaux sociaux. Ça peut être Twitter, Facebook, LinkedIn. Donc, il faut être présent sur les réseaux. Choisissez le canal qui est le plus adapté pour le projet ou pour la com que vous souhaitez faire et créer une identité sur les réseaux sociaux. Voilà. Une autre obligation, c'est l'obligation d'avoir deux actions de com durant la durée de votre projet. Tout d'abord, au début du projet, on sera surtout pour avoir l'identification de l'existence et l'approbation du projet auprès du groupe cible de projet et une action de communication à la fin du délai de projet où les résultats seront publiés que vous avez atteints lors de la durée du projet. Une autre obligation, c'est d'avoir une affiche A3, A3, dans les locaux de votre structure, donc sur un endroit visible, parce que sinon ça n'a peu de sens. Donc il s'agira à l'accueil peut-être. Ce sera un bon endroit pour afficher le projet. Ça peut être un display électronique, un écran, parce que parfois il n'y a pas donc la possibilité d'afficher. Donc également sur un support électronique, un écran, c'est également possible. Hein. Donc dernière obligation que je tiens à expliquer, c'est d'utiliser le kit de communication que vous pouvez utiliser et dont donc un certain nombre d'éléments promotionnels mis à disposition des opérateurs de projets lors des activités que vous pouvez organiser vous-même et qui sont destinés au groupe cible de votre projet. Ça pourrait être tout comme la période précédente, comme des petits drapeaux beach flags, c'est du matériel de promo que vous avez mis à disposition lors des premiers comités d'accompagnement et du matériel que vous pouvez emprunter ou utiliser en contactant le point de contact de votre région. Voilà, en résumé, les obligations pour la com, sachant que tout sera repris dans le guide de com qui sera disponible en ligne dans notre boîte à outils. Et il y a encore des fiches de communication spécifiques dans ce même boîte à outils qui ont été rédigées et mises à disposition et qui parlent des astuces pour organiser des événements, par exemple, un fil de conducteur en rédaction de site web, création et l'utilisation de langage, de langues, un fiche avec l'usage de langues et l'utilisation des réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez tous trouver sur le boîte à outils sur le site web. Pour ce tour d'horizon en matière de communication et merci à vous quatre pour toutes les explications que vous avez données à nos opérateurs. Explications d'ailleurs qui suscitent énormément de questions. Mesdames, Messieurs, vous avez des questions, nos quatre experts ont des réponses. Mesdames, Messieurs, outre ce webinaire, le programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen met à votre disposition différentes ressources, qu'elles soient documentaires, François vient de les évoquer, mais également des ressources humaines, l'occasion de les rappeler, Daphné. Maar natuurlijk, dames en heren, mesdames, messieurs, vous n'êtes pas tout seul. Il y a bien entendu l'assistance technique qui est composée du secrétariat conjoint et un réseau d'animateurs de projets dans la région Hauts-de-France et Grand Est, en Wallonie et en Flandre. Donc leurs coordonnées sont à retrouver sur notre site web.
Donc toute l'équipe travaille ensemble de vous accompagner au mieux, comme on vient de mentionner, sur notre site web interreg-fwvl.eu et dans le toolbox vous trouvez des fiches pratiques et des démos GEMS que vous pouvez appuyer dans les différentes phases de votre projet et ils peuvent être mis à jour en fonction de vos besoins. Comme ça a été dit au début, ce PowerPoint, donc le comité de lancement, est toujours à retrouver dans la boîte aux outils. C'est aussi via le site web de notre programme que vous pouvez vous inscrire, si ce n'est pas encore fait, à notre newsletter afin de recevoir les dernières informations du programme et puis à terme les dernières informations et les dernières actualités de nos porteurs de projets. On profite également de l'occasion pour vous rappeler que nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Alors surtout, n'hésitez pas à nous visiter, n'hésitez pas à interagir avec nous et à nous suivre. Mesdames, Messieurs, ce comité d'accompagnement de lancement touche à sa fin. Je souhaiterais encore prendre quelques toutes petites secondes pour adresser un certain nombre de remerciements. Tout d'abord, à vous, chères opératrices, chers opérateurs, merci de votre intérêt et de l'intérêt que vous portez à notre programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen. Merci de votre dynamisme et puis merci de votre engagement à faire de la coopération transfrontalière une réalité au quotidien. Ensuite, merci à toutes celles et à tous ceux sans qui ce webinaire n'aurait simplement pas pu voir le jour. Alors, certains ont travaillé dans la lumière, en plateau, à nos côtés, je pense que vous les avez vus sous toutes les coutures. D'autres, par contre, ont travaillé dans l'ombre de la régie. Et je pense en particulier à Caroline, mais également à Elena, à Isabelle et à Maïka. Sans leur précieuse et constante collaboration, rien de tout cela n'aurait été possible. Grand coup de chapeau également aux équipes du studio Callisto et à notre réalisateur en particulier, Laurent, pour la mise en image, ainsi qu'aux interprètes de la société Eric Brooks pour leur professionnalisme habituel. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons plein succès dans le démarrage et dans la mise en œuvre de vos projets ou de vos portefeuilles de projets. Croyez bien que nous sommes impatients de vous retrouver très prochainement, mais d'ici là, vive la coopération transfrontalière et vive Interreg.